Bienvenue à cette capsule sur le soin des ongles. En fait, il y aura deux capsules. La première traite du jeu avec les ongles, en fait les pour et les contre, ainsi que de l'anatomie. La deuxième capsule traitera plus particulièrement de l'entretien, du limage, etc. Donc, les ongles, ils sont tellement importants pour les guitaristes. Certains jouent sans ongles, mais la plupart jouent avec des ongles. Alors, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai de ma propre obsession. J'en ai même fait une thèse de doctorat et j'ai aussi écrit un chapitre de livre à cet effet. Donc, les informations proviennent de ces deux ouvrages-là. Vous pourrez vous y référer pour trouver un peu plus de profondeur dans les informations. L'anatomie de l'ongle, c'est très clair, il n'y a pas de discussion là-dessus. Quant à savoir la forme souhaitée, les manières de faire, ben, on peut dire à chacun sa manière. Donc, est-ce qu'on joue avec des ongles depuis toujours? En fait, non. C'est au 19e siècle, début du 19e siècle, qu'on a commencé à jouer avec les ongles. Et avant, on jouait bien sûr sans ongles. Et ce passage-là ne s'est pas fait sans heure. En fait, comme vous pouvez le constater avec cette discussion entre les carolistes et les molinistes, plus une caricature qu'autre chose. Mais ça illustre bien les échanges qui pouvaient être acrimonieux entre les partisans des ongles et ceux du jeu sans ongles. Mais ça fait quoi jouer avec des ongles versus jouer sans ongles? En réalité, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, si on regarde le jeu sans ongles, vous voyez la corde, les petits points représentent les cordes, c'est comme une taille de côté. Vous voyez le doigt, la pulpe, touche à la corde. Et bien sûr, le gras du doigt absorbe la corde avant de la relâcher. Donc, la force que l'on met dans l'attaque, elle est en partie absorbée par la pulpe et la corde. Lorsqu'on joue avec les ongles, ce qu'on voit, bien sûr, la corde touche à la peau. Il y a des différences techniques. Certains jouent en touchant directement l'ongle. Ça, c'est une autre histoire. Et on a par la suite l'ongle qui quitte la peau et qui va toucher à l'ongle. La corde quitte la peau et glisse sur la surface de l'ongle. Et en touchant cette surface qui est dure, la surface de l'ongle, il y a une accélération, il y a une transmission plus grande de la force du doigt à la corde qui a une amplitude de vibration qui est plus grande et bien ainsi le son est plus fort tout simplement. Donc ce que fait l'ongle, il fait une espèce de rampe de lancement qui permet de propulser la corde et obtenir un volume sonore plus important. On a vu apparaître le jeu avec les ongles au moment où on voyait de plus en plus de grandes salles de concert. Qu'est-ce qui cause les bruits d'ongles? C'est fatigant, ces fichus bruits d'ongles-là. Ben, il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir un petit accroc dans l'ongle, il peut y avoir quelque chose qui accroche dans l'ongle, bien sûr. Mais bien souvent, les bruits d'ongles sont dus au fait que lorsque la corde vibre, lorsqu'on réattaque la corde, elle n'est pas amortie par la peau. La corde n'est pas amortie par la peau, mais elle est bien amortie par l'ongle. Alors voilà, écoutez bien. Donc on entend bien le petit zouit, c'est parce que la corde est amortie par la surface dure de l'ongle et là, ben, ça fait entendre un zit. Alors que si la corde est amortie vraiment à la limite de la pulpe et de l'ongle, ben, c'est amorti par la peau avant de glisser sur l'ongle. Par contre, on peut aussi attaquer directement avec l'ongle en autant que l'attaque soit vraiment très précise et se fasse rapidement. Donc, au lieu d'entendre un jouet, on entend de l'attaque. Pas évident à maîtriser, mais c'est possible. Je replace ma poupoune. Donc, voilà pour les bruits d'ongles. L'anatomie des ongles. On a entendu toutes sortes de choses, qu'il faut manger du jello, qu'il faut boire du lait pour avoir des beaux ongles. Qu'en est-il? Voici ce qui s'en vient. Alors, de quoi est constitué l'ongle? L'ongle est constitué de kératine, de soufre et d'eau. Il y a un petit peu d'argent et du calcium après. Donc, le calcium est vraiment loin dans les ingrédients qui servent à faire l'ongle. Donc, la kératine, c'est ce qui sert aussi aux cheveux, c'est ce qui constitue les cheveux plutôt, qui constitue la couleur de la peau, des yeux. Donc, la kératine est importante et assez présente dans différents endroits dans le corps. Et c'est quelque chose qui est assez héréditaire. C'est-à-dire que si vous avez les yeux d'une couleur, les cheveux d'une couleur, c'est déterminé en partie
par bien sûr vos gènes qui a un impact sur la kératine, la couleur. Donc voilà, c'est ce qui est le plus important dans les ongles. Vous voyez la petite illustration ici-bas, les différentes parties de l'ongle. J'attire votre attention sur la lunule. La lunule, c'est la petite partie blanche que vous voyez quand vous regardez votre ongle ou que vous ne voyez pas. Moi, je ne les vois pas, sauf sur mes pouces. Elles sont toutes petites, mes lunules, donc je ne les vois pas très bien. Très importante cette lunule parce que c'est la partie visible de la matrice. La matrice, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où sont produites les cellules d'ongles, les cellules de kératine, les cellules d'ongles. Donc, petite illustration, on voit ici la matrice. On voit la matrice qui produit plusieurs cellules. Et là, la matrice va produire des cellules. Et là, les vieilles cellules vont monter, les nouvelles vont pousser. Et c'est ce qui explique la manière dont l'ongle pousse vers l'extérieur du doigt. Vous voyez dans la première image, il y a une matrice qui est quand même assez grosse. Dans la deuxième image, il y a une matrice qui est plus petite. Une grosse matrice produit beaucoup de cellules d'ongles. L'ongle va être résistant, va être épais. Et une petite matrice qu'on ne voit pas va produire moins de cellules et un ongle peut-être moins épais et moins résistant. Donc, un autre élément qu'on voit sur nos ongles, on voit quelquefois des trous. C'est pas des trous, mais l'ongle n'est pas droit. Il y a des manquements, il y a des replis. On voit toutes sortes de choses. Ce genre de repli-là est dû à un mauvais fonctionnement de la matrice. Ça peut arriver lorsqu'on reçoit un gros coup sur la matrice, ça peut arriver lorsqu'on prend certains médicaments, ça peut arriver lors de dépression, ça peut arriver lors d'anesthésie. La matrice arrête de fonctionner et puis on voit une diminution dans la ligne de production de la matrice. Donc, avec les nouvelles cellules qui poussent les anciennes, ça finit par disparaître de l'ongle. On peut voir aussi certains replis dans l'autre sens, mais il y a peut-être des endroits où la matrice fonctionne moins bien que d'autres. Alors, vous voyez par la suite les petites taches blanches sur les ongles. Toute mon enfance, on m'a dit de boire du lait parce que c'était la preuve que je manquais de calcium. C'est pas vrai. Je l'ai appris en faisant peut-être au doctorat. En fait, ce sont on a frappé des coups qu'on reçoit sur les ongles tout simplement. Donc, des petits coups. Pas des gros coups, des tout petits coups. Parce que des gros coups, eux, ils produisent un hématome, produisent des saignements. C'est ce que vous retrouvez dans le troisième ongle. La dernière image, ce sont les stries. Peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne connaissaient pas ça. Mais les stries dans les ongles, ils apparaissent souvent dans la quarantaine. C'est un signe de vieillissement, tout simplement. Alors, si vous en avez, vous avez pas loin de 40 ans ou plus de 40 ans. Et vous devinez bien que j'ai des stries dans mes ongles qui sont apparues quand j'ai eu 40 ans, ou à peu près. Donc, je vous parle un petit peu des panaries. Ce sont les petits bobos qu'on voit apparaître, les petites infections qu'on voit apparaître autour de l'ongle. Quelquefois, c'est rouge, quelquefois il y a du pus. C'est pas très chouette. Si ça ne guérit pas, si vous voyez que c'est très infecté, que c'est très rouge et très chaud, allez voir votre médecin. On peut s'empoisonner, on peut faire une septicémie avec ce genre d'infection. Ah tiens, vous voyez la petite flèche. Donc, la consistance de l'ongle, dur, fort, flexible, friable, résistant. On pourrait dire, moi je veux un ongle dur. C'est pas évident. Parce qu'il y a des avantages et des inconvénients avec à peu près tous les types de consistance d'ongles. Un ongle fort va être épais, mais peu flexible. Donc, pour le limage, ça peut être un peu compliqué, puis le son peut être un peu dur. Un ongle qui est très dur, il peut être très sec. En général, ils sont secs et ils peuvent se casser facilement, même s'ils sont durs. Un ongle flexible, trop mou, ça peut être laborieux de limer ces ongles-là, de les garder longs, c'est à peu près pas possible, ils brisent trop facilement. Un ongle friable, il peut être fort, il peut être assez dur, mais il est déshydraté, il est sec, donc il résiste mal au choc et il se dédouble. Pas idéal non plus. L'idéal, c'est l'ongle résistant. C'est un heureux mélange de force, de flexibilité, d'hydratation et tout ça. Est-ce que ce sont les ongles que vous avez? Eh bien, grand bien vous fasse, vous êtes très chanceux. Est-ce que la forme d'ongle parfaite existe? Oui, sur papier. Donc, vous voyez à peu près la forme idéale.
Peut-être que c'est la forme que vous avez. Alors, si vous avez la consistance et la forme idéale, ben, je suis bien contente pour vous et je suis verte de jalousie. La plupart des gens n'ont pas des ongles parfaits et souvent, ils ont des formes d'ongles dans chaque doigt. C'est étonnant, mais c'est ainsi. Et souvent, une forme d'ongle est héritée des parents. Donc, voici les autres formes. On a le bec de perroquet qui peut demander d'être limé différemment. On ne les garde pas très très longs, ces ongles-là. On essaie de les garder plus courts. Il y a l'ongle plutôt convexe, arrondi, un ongle concave. Celui-là aussi qu'on garde quand même assez court parce que, bon, plus il pousse, plus sa forme pose problème. Il y a l'ongle en tuile de Bardot qui est en fait très arrondi. Vous voyez un qui est carré, vous voyez bien les côtés qui sont très carrés, et un dernier qui est très plat comme ongle. Alors je vous dirais que moi j'ai mon annulaire qui est en tuile, mon majeur qui est plutôt plat et mon index qui est correct. Donc dans une seule main, on peut retrouver toutes sortes de formes d'ongles et même des consistances d'ongles différentes. Mon pouce est très très dur d'ailleurs, c'est le seul. Activité à risque. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire que c'est pas une bonne idée de vous donner des coups de marteau sur les doigts? Donc, faites attention quand vous faites de la construction. La vaisselle, c'est pas le fait de laver la vaisselle qui pose problème. C'est le fait de tremper ses mains dans l'eau savonneuse, les essuyer et de faire ça à plusieurs reprises. Et ça assèche les mains. Donc, si vous êtes plongeur, plongeuse dans un restaurant, c'est pas idéal. Et porter des gants de caoutchouc, il y a beaucoup d'humidité, donc si vous avez des ongles souples en plus, vous vous aidez pas. Jouer de la guitare électrique, c'est vraiment pas une contre-indication, mais il faut savoir que dépendamment de votre technique de pic, il se peut que votre l'ongle de votre index frotte sur les cordes. Donc, c'est ça qui peut user votre ongle et le rendre plus mince. Bon, j'ai fait une blague en mettant les burgers et les frites, mais en fait, avoir une bonne alimentation, avoir une bonne santé en général, c'est sûr que ça aide à avoir des bons ongles. Ceci dit, vous pouvez être en très bonne santé, bien manger, ne pas avoir de carence alimentaire et avoir des problèmes avec les ongles. Comme je vous disais, c'est une question d'hérédité. La forme, la consistance, c'est vraiment héréditaire. Donc, c'était la première partie où on discutait de l'anatomie des ongles. Dans la deuxième partie, nous discuterons de la forme, de l'entretien et des réparations possibles.